Il est vrai qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a pas eu de masque, mais elle a des bâillons. Jamais, en si peu de temps, nos libertés ont été autant attaquées. Jamais. Mais c'est simple, on ne se laissera pas faire, on ne nous fera pas taire. Ils veulent nous bâillonner, alors nous allons gueuler la vérité encore plus fort. Pas question de baisser les bras ou de se morfondre dans des à quoi bon. Emmanuel Macron et les oligarchies doivent comprendre que nous ne laisserons jamais s'installer une société verrouillée et tyrannique à la chinoise. TV Liberté explose le nombre de ses vues sur l'ensemble des plateformes. Ils ne réussiront pas à nous faire taire si nous avons les moyens de la riposte. Comme pour beaucoup d'entreprises, la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire l'a fait suivre d'une crise économique importante. En 3 mois, notre manque de ressources se chiffre à très exactement 48 000 €. Je vous demande de toute urgence la date fatidique, je ne vous cache rien, et le 10 juillet. Je vous demande de nous aider. Il faut permettre à TV Liberté de passer l'été en payant normalement ses salariés et ses charges. Et surtout, d'être offensif à la rentrée vis-à-vis d'un public qui s'est considérablement élargi. C'est une nécessité vitale pour notre chaîne et, permettez-moi de le penser, pour notre pays. 48 000 €, soit 480 personnes versant 100 €, donnant droit d'ailleurs à une réduction d'impôt de 66%. Nous devons réussir et ils doivent échouer, alors aidez-nous à gueuler la vérité maintenant. Chers téléspectateurs, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Thierry Nélias pour son livre « L'humiliante défaite, 1870, la France à l'épreuve de la guerre », paru aux éditions Vuibert. Nous allons célébrer effectivement cette année le 150e anniversaire de cet événement qui a tant compté dans l'histoire de la France et puis dans l'histoire de l'Europe de manière plus générale. Vous l'avez intitulé « L'humiliante défaite ». Il faut rappeler que pour des générations, on a plutôt préféré l'épithète d'héroïque défaite, sur fond d'évocation de la charge de Reichshoffen, de la défense de Belfort par d'Enfer Rochereau, du siège de Paris, le tout illustré par les tableaux d'Édouard de Taille et d'Alphonse de Neuville. D'ailleurs, c'est un tableau de Taille avec deux cuirassiers qui sonnent le cessez-le-feu et arborent un drapeau blanc que nous avons en couverture de votre ouvrage. Alors, je crois, Thierry Nélias, vous êtes de formation ingénieur en informatique, mais vous êtes aussi un passionné d'histoire. Vous avez également rédigé de nombreux articles pour la presse régionale. Vous êtes un spécialiste, si l'on peut dire, des défaites, puisque vous êtes intéressé beaucoup à la défaite de mai-juin 40, dont on célèbre également l'anniversaire par les temps qui courent, et puis également à 1814, 1813, 1814, la campagne d'Allemagne, la campagne de France et le départ de Napoléon pour l'île d'Elbe. Alors, 1870, comment est-ce que le sujet vous est venu? Pourquoi cet intérêt particulier pour cette période, pour cet épisode majeur de notre histoire nationale? Bonjour Monsieur Conrad, oui. En fait, ça vient d'un voyage à Berlin, figurez-vous, il y a 2 ans. J'étais allé à Berlin en passant par Leipzig, justement, pour voir un petit peu les champs de bataille. Pour 1813. 1813, la campagne d'Allemagne de Napoléon, à Lutzen et Botzen notamment.
Et ensuite, j'ai passé 3 jours à Berlin. Et quand on est à Berlin, en fait, c'est vraiment le saint des saints de l'Allemagne nazie, de Hitler. Et là, je retrouvais un peu mon sujet de prédilection de mon premier livre, qui traitait de l'invasion allemande de 40. Et en fait, dans cette ville, toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale affleure, c'est-à-dire les bâtiments détruits, le ministère de l'air de Göring qui est encore en place. Donc ça parle énormément à un passionné de cette période-là. L'histoire, oui. Et à un moment, donc, je suis passé forcément par la porte de Brandebourg, et j'ai pris donc l'avenue qui longe le Tiergarten, et je suis tombé effectivement sur la Siegessäule, la fameuse colonne de la victoire qui avait été édifiée en 1973 par Bismarck, après la victoire sur la France. Et quand on voit cette colonne de la victoire avec ses 4 côtés, avec des bas-reliefs illustrant des scènes de combat contre les Autrichiens, contre les Danois, et ensuite contre la France, les Français, oui. Déjà c'est assez parlant, mais surtout l'ironie de l'histoire, c'est que tous ces bas-reliefs sont criblés d'impact des bombardements de 45. Donc il y a une sorte de côté pathétique dans l'affaire. Et c'est là que l'idée m'est revenue, en fait, une vieille idée que j'avais eue à partir de 2008, à l'issue de mon premier livre, en fait, qui est d'avoir des témoignages sur une période difficile de l'histoire de France. Alors oui, parce que ce qui est original dans votre ouvrage, ça ne correspond pas au modèle, je dirais, académique classique. Nous avons eu, alors il y a déjà un certain temps maintenant, les albums du colonel Rousset. Ensuite, nous avons eu Philippe Roth, là, chez Fayard, qui nous a fait une belle synthèse sur la question il y a quelques années maintenant. Là, en fait, vous partez des témoignages d'un certain nombre d'observateurs ou d'acteurs, ce qui donne à votre livre toute une vie particulière et nous propose des lectures elles-mêmes tout à fait originales de l'événement. Vous vous intéressez notamment aux réactions d'un certain nombre d'écrivains, Georges Sand, Flaubert, Hector Malot, Edmond Goncourt. Vous suivez à la trace un certain nombre d'acteurs et en particulier un personnage tout à fait intéressant qui est le général américain Sheridan, qui vient observer en quelque sorte le déroulement de cette guerre. L'Amérique est sortie de la guerre de sécession 5 ans plus tôt et les militaires américains veulent voir un petit peu comment évolue la guerre en Europe. Il y a eu Sadova entre Prussiens et Autrichiens en 1866 et ce regard américain, il faut bien dire qu'il est plutôt porté ou plutôt favorable au camp prussien à beaucoup d'égards. On sait que le gouvernement américain de l'époque finalement est plutôt favorable au camp allemand. On se souvient des relations difficiles entre le Nord et puis le Second Empire, qui était assez proche de la Confédération, qui était intervenu au Mexique, ce qui fait que ce général Sheridan, il n'est pas très sympathique, évidemment, à nos yeux, quant à la lecture qu'il nous donne des événements. Et pourtant, en fait, l'État français était prêt à le recevoir aux côtés de l'État-major pour assister au combat. Mais à partir du moment où quand il est reçu par Ulysse Grant à Long Branch, juste avant l'été de la déclaration de guerre, Ulysse Grant lui demande en fait vers quel côté il veut se porter pour observer, et lui dit instantanément en fait les Prussiens. Et dans ses mémoires, il dit justement, et je constatais chez Ulysse Grant en fait une grande satisfaction parce qu'effectivement Ulysse Grant lui aussi n'était pas trop pro-français. Il s'est félicité d'ailleurs de la défaite française. Ulysse Grant à l'époque, c'est intéressant de le rappeler. Et d'ailleurs l'opinion américaine et internationale à ce moment-là était plutôt contre Napoléon III, qui était considéré comme qui était le fauteur de guerre, parce que c'est lui qui l'a déclaré donc en juillet 1870. Alors justement, comment en est-on arrivé à cette guerre franco-prussienne ou franco-allemande, puisque c'est toute la Confédération d'Allemagne du Nord, plus les alliés de Bismarck en Allemagne du Sud, qui se trouvent réunis dans cette lutte contre ce que Bismarck présente comme l'ennemi héréditaire français. À la suite
après la guerre, 1814-1815. après la guerre des duchés de 1864 contre le Danemark, la guerre austro-prussienne de 66, cette guerre de 70 va être la dernière étape pour la réalisation de l'unité allemande, et on sait qu'elle va déboucher sur la proclamation de l'Empire allemand à Versailles. Mais alors, on peut dire à la suite de quelles erreurs de Napoléon III en est-on venu à cette déclaration de guerre calamiteuse finalement de juillet 1870 ? C'était un petit peu comme souvent en Europe par le passé, c'est une guerre de dynastie. Finalement, c'est que la reine d'Espagne en fait abdique en 1868. Et très vite, un lointain cousin en fait de Guillaume Ier de Prusse est présenté comme on le propose pour la remplacer sur le trône d'Espagne. Donc c'est un Hohenzollern. La candidature Hohenzollern, le nom même évidemment fait frémir à Paris. Voilà, exactement. Parce que c'est une longue tradition en fait justement de la France de ne jamais vouloir être enserrée entre l'Autriche et l'Espagne. Ce qu'elle avait connu avec les Habsbourg. Avec les Habsbourg. Donc Napoléon III joue un peu des muscles, essaye d'impressionner, d'intimider Guillaume Ier. Ça a l'air de rentrer dans l'ordre en fait, dans un premier temps, c'est-à-dire que la candidature de Léopold Hohenzollern est abandonnée. Et elle revient un petit peu sur le tapis au début du mois de juillet. Donc la France, finalement, ne peut pas tolérer ça et envoie donc de Benedetti, donc, qui est le diplomate français, auprès de Guillaume Ier, qui vient prendre les eaux à Ems. Et dans le but justement de l'influencer pour qu'il retire à nouveau la candidature. L'entretien se passe bien. Guillaume Ier finalement décide qu'il va retirer la candidature définitivement. Et il envoie donc une dépêche à Bismarck, qui est son ministre-président, comme on l'appelle, pour avertir la presse. Et Bismarck habilement, alors je résume vraiment habilement en fait, reprend la dépêche, la traduit, joue sur les subtilités de la traduction, enlève certaines parties, de façon à ce que ce soit une sorte de brûlot auprès de l'opinion française. C'est ça. La dépêche d'Ems, effectivement, je vais agiter ces nouvelles comme un chiffon rouge face au taureau français. Selon l'expression de Bismarck, puisqu'il laisse entendre que le roi de Prusse a été quelque peu excédé par l'insistance de l'envoyé français, et il n'en faut pas davantage à l'époque pour que tout le monde crie aux armes et court à la frontière. Et effectivement, c'est dans un consensus très large qu'à la mi-juillet 70, on va déclarer la guerre avec l'appui du corps législatif. Il y a quelques rares opposants, dont Thiers d'ailleurs, mais on file tête baissée dans le piège finalement qui a été tendu par Bismarck. Il faut dire qu'on est très sûrs de nous, les Français. L'armée française s'est illustrée en Italie contre l'Autriche en 1859. Elle a poursuivi les conquêtes coloniales, notamment en Algérie. Il y a eu bien sûr la Crimée en 1854-56. Napoléon III avait dit « Je rassemblerai les Français dans les plis du manteau de la gloire ». Alors il pouvait penser que effectivement tout cela marchait bien. Il y avait eu la bavure du Mexique, il faut bien dire, mais c'est un théâtre lointain, périphérique. On était quand même très, très sûr de soi, et il ne manquait pas un bouton de guêtre, selon l'expression du ministre de la Guerre. Nous sommes prêts, archi-prêts. De l'époque, on était prêts, n'est-ce pas, prêts à toute éventualité. On a malheureusement connu ça en d'autres périodes. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette guerre, c'est qu'on voit certains travers qui se répètent. En prémisse, disons, puisque forcément, ça se répétera après. Oui, il y a quelques erreurs ou quelques errements en amont des conflits qu'on va retrouver parfois de nature différente, mais effectivement, les Français ne sont pas toujours partis en guerre même en 14-18, dans les meilleures conditions. Le début a été poussif. Et évidemment, avec une stratégie offensive à tout crin qui a entraîné des pertes tout à fait considérables. Il a vraiment fallu le miracle de la Marne, entre guillemets, pour renverser la situation. Et puis alors, je crois qu'il est intéressant
intéressant d'insister sur le fait qu'entre les deux pays, il y a un déséquilibre très net quand même sur le plan à la fois des moyens militaires et puis sur le plan des conceptions stratégiques. On a vraiment le sentiment que la Prusse, pour l'essentiel, même si elle entraînait l'Allemagne avec elle, avait une petite distance d'avance sur les Français. Oui, alors effectivement, il y a déjà le nombre de combattants, le nombre de soldats en fait qui sont prêts à combattre en juillet. Les Prussiens alignent avec leurs alliés, donc alignent à peu près presque le double de soldats en fait que par rapport aux Français. En nombre de chevaux, c'est à peu près la même chose. En nombre de canons, c'est à peu près la même chose aussi. Hein. Mais alors, les Français ont quand même quelques atouts au niveau de l'armement. Ils ont le chasse-peau qui tire deux fois plus loin que le fusil de Dreyse. Hein. Le fameux chasse-peau. Les chasse-peau qui ont fait merveille à Mentana en Italie quelques années plus tôt, là, dont se vantait le ministre de la Guerre devant le corps législatif. Ouais. Le chasse-peau. Alors, par contre, la grosse différence en armement, c'est les canons. L'artillerie, bien sûr. L'artillerie, donc. L'artillerie française déjà se charge pas par la culasse mais par la bouche, par la bouche à feu, alors que les canons croupe se chargent par la culasse, donc ça n'épose pas les servants en fait au feu de l'ennemi. Et les canons croupe, dans leur grande majorité, tirent effectivement 2 fois plus loin et tirent surtout des obus en fait explosifs, alors que les Français sont par visée en fait. C'est-à-dire qu'on estime la distance d'explosion, on tire et l'obus va exploser de façon programmée, si on peut dire. Donc il y a déjà ça, et puis il y a aussi l'organisation de l'armée, c'est-à-dire que là où les Français sont recrutés un petit peu partout en France, ils ne se connaissent pas forcément au départ, les Allemands ont des chefs d'unité qui connaissent leurs hommes, ils ont bivouaqué ensemble toute l'année, ils se sont déjà préparés sur le terrain ensemble, donc ils se connaissent. Et le terrain français est déjà connu par les cartes d'état-major en fait, que les Prussiens ont en leur possession. Des choses qu'on retrouve en 40 d'ailleurs. Et puis il y a tout un travail d'état-major en amont chez les Prussiens qui est inexistant chez les Français. Il faut voir que l'école supérieure de guerre, elle apparaîtra seulement après la défaite sous la Troisième République du côté français. Tout l'héritage de Moltke là, du côté prussien est là, et les choses démarrent donc dans des conditions inégales de ce point de vue. Hein. Alors bon, ce qui devait arriver arriva, mais il faut signaler aussi quand même un certain nombre d'erreurs sur le plan tactique et sur le plan stratégique. Hein. La guerre, elle commence sur les frontières d'Alsace. Hein, commence à Sarrebruck d'ailleurs, comme en 40. Hein. C'est encore une similitude, qui est une victoire d'ailleurs. Mais bon, les Prussiens ne voulaient pas combattre spécialement. C'est ça, sur les frontières de la le prince héritier qui se trouve présent ce jour-là, à 14 ans, là, qui fait son épreuve du feu, en fait. Et puis ensuite, il y a tout l'épisode malheureux de l'armée de Bazaine qui se laisse enfermer dans Metz, l'armée qui se constitue à Châlons en catastrophe et qui va finalement tomber dans le piège de Sedan, où malgré les trésors d'héroïsme qui sont effectués à Bazeille par l'infanterie de marine, par les chasseurs d'Afrique. Chasseurs d'Afrique à Flingue, sur l'autre versant de Sedan. Finalement, c'est la défaite. Déjà, en 1070, Sedan, c'est une affaire qui ne nous porte pas chance. Et la France du Second Empire est vaincue. Et là, il y a une conséquence politique un petit peu inattendue, il faut le dire, mais qui intervient à Paris le 4 septembre. C'est la proclamation de la République. Je dis inattendue parce que lors du plébiscite organisé en mai 1870, le Second Empire avait recueilli une majorité écrasante, à l'exception toutefois de Paris, qui est une ville avec des traditions républicaines, mais enfin dans l'ensemble, le pays paraissait totalement uni derrière le pouvoir impérial, donc c'est un petit peu une surprise, cette insurrection. D'autant plus que c'était une composante libérale en fait
de son régime, en fait. Donc, oui, effectivement, donc ça avait vraiment tout pour réussir. On est dans la phase de ouais. l'empire dit libéral qu'incarne le gouvernement d'Émile Ollivier. Hein. Donc, c'est un petit peu la surprise. Et puis, une fois la République proclamée, l'empereur prisonnier et détenu en Allemagne, que va-t-il se passer? Les hommes du gouvernement provisoire, ils vont chercher d'abord dans un premier temps un compromis, un arrêt des combats, et ils vont s'enquérir des conditions des vainqueurs. Hein. C'est la rencontre de Jules Favre à Ferrières avec Bismarck, mais là, il y a quelque chose mais qui ça aurait pu effectivement ne pas se poser comme ça, parce qu'à partir du moment où les Prussiens ont gagné à Sedan, il y a eu un moment où ils se sont posé la question de savoir s'ils allaient nar Paris, comme on dit, hein, ou s'ils restaient là bien pu pour rester assurer sur ce succès et puis négocier une paix de compromis avantageuse pour eux. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ils tenaient l'empereur, donc ils espéraient ensuite que l'impératrice allait le rejoindre à Kassel, où il a été enfermé. Et comme le but principal justement de Bismarck c'était d'unifier les provinces du Sud aux provinces du Nord, il avait son Alsace-Lorraine pour boucler en fait son projet, et il avait une famille impériale avec certainement les héritiers qui prendraient le trône, et donc ce serait un régime malléable pour lui en fait, et influençable. Alors que les républicains, ils ne savaient pas trop comment les prendre, ils savaient que... Oui, puis on était, aussi bien chez les républicains que pour les observateurs extérieurs, on était dans le souvenir de 1792-93, de la levée en masse, de la guerre aux tyrans. Ils craignaient beaucoup les Prussiens d'ailleurs au début de la guerre. Oui, les Français, ils ne sont pas disposés à subir la défaite. Et puis il y a cette idéologie républicaine et nationaliste même en même temps, qui peut les appeler à un sursaut. Et on avait vu comment, dans une guerre commencée bien difficilement en 1792, finalement, la République l'avait emportée contre toute l'Europe coalisée contre elle. Et il y avait on pouvait effectivement se poser des questions pour la suite. Mais ce gouvernement provisoire, il va décider de poursuivre la lutte. Et alors, pourquoi cette intransigeance? Parce que les exigences allemandes, évidemment, sont considérées comme inacceptables. C'est ça. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, les Allemands? Pardon? Que veulent-ils, les Allemands? Ils veulent absolument, comment dirais-je, l'Alsace-Lorraine. Et ça, c'est la pomme de discorde, en fait. C'est la pomme de discorde majeure, parce que les indemnités, on les paye, et puis au bout de quelques années, on a oublié. On a connu ça en 1815. L'ensemble du territoire n'a été évacué qu'en 1818 par les armées coalisées à l'époque contre la France. Une indemnité, ça se digère. Mais là, la question d'Alsace-Lorraine, c'est une question qui impose là une fracture qui ne peut pas être réduite. Et je crois que c'est intéressant d'insister à ce moment sur les deux conceptions qu'ont de la nation les deux pays. Du côté français, on est dans la logique de la souveraineté nationale telle que l'a imaginé la Révolution française. On est français parce qu'on a choisi d'être français. Ça repose sur la volonté populaire. Du côté allemand, on est dans une vision historique, ethnique, culturelle de la nation, selon laquelle l'Alsace ou alors la Moselle, qui correspondait à l'ancien Bayev d'Allemagne du duché de Lorraine, tout ça, ce sont des régions germaniques de langue, de tradition, de culture, donc ça doit naturellement revenir à l'Empire allemand en formation. Là, on ne parle pas du même sujet, on ne parle pas de la même chose. Et c'est une question qui ne sera jamais surmontée jusqu'en 1914, de toute manière. Alors, donc la guerre va continuer, encore faut-il se donner les moyens, de la faire. Alors vous racontez dans votre ouvrage comment Gambetta, l'un des leaders républicains, va s'envoler en ballon depuis Paris pour atterrir en Picardie, pour repartir vers Tours. En passant par Rouen en plus. En passant par Rouen, en passant par chez Flaubert, pour essayer de rassembler des armées incertaines pour continuer
continuer la lutte. Quelque part, on peut considérer, au vu des résultats du début de la campagne, que la résistance française, qui va se prolonger donc jusqu'en janvier, a quelque chose d'un petit peu miraculeux. Parce qu'on organise des armées un peu à la va-vite, sur la Loire, dans le nord, dans l'est. Elles vont être vaincues les unes après les autres. On aura l'exceptionnelle victoire de Coulmiers, qui pendant un temps va permettre de sauver Orléans, mais ça ne durera pas. Un retentissement national à ce moment-là. Voilà, mais après il y aura la défaite du Mans, il y aura la défaite de Bapaume, la défaite d'Héricourt dans l'Est, et la guerre sera... Héricourt est plutôt un genre de statu quo, mais bon... Oui, une retraite générale vers la suite. Il y a Villers-Sexel et puis voilà, c'est ça. Et ensuite Belfort, qui devait être désenclavé. Et Belfort qui résiste. Qui résiste. La Belfort de Denfert-Rochereau qui résiste. Mais l'armée de Bourbaki, justement, arrive pas très loin de Belfort et bute. Mais elle est repoussée vers la Suisse où elle sera désarmée. Alors cette guerre va se terminer donc sur la défaite. On va cesser les combats à la fin du mois de janvier 1871. C'est une guerre qui a été vécue, on le voit bien à travers votre ouvrage, de manière très différente au quotidien, selon les acteurs que vous évoquez. C'est ce qui m'a intéressé justement d'essayer de trouver des acteurs un petit peu placés différemment. Vous mettez en scène à plusieurs reprises George Sand, par exemple, qui est sur ces terres, ces terres du Berry, là, et qui suit ça d'un petit peu loin. Vous évoquez aussi Flaubert, qui est à Rouen. À Croisset, exactement, un petit village. C'est ça, et qui prend même des responsabilités. Il est à la tête d'une milice, d'un bataillon de volontaires. Et jusque-là, d'ailleurs, il cafardait un petit peu, si je peux dire, et à partir du moment où il prend la responsabilité de ce milice, il se sent grec, comme il dit. En fait, soyons grecs, résistants. Et il y a de manière générale, en tout cas, une immense surprise et une immense déception pour les Français de cette époque. Cette défaite, même si elle permet pour certains l'avènement d'une république qu'ils appelaient de leur vœu, elle est quand même très mal vécue. C'est un petit peu une douche froide et qui va amener à un véritable examen de conscience national, tel que l'exprime Renan dans sa réforme intellectuelle et morale, qu'il juge indispensable au réveil du pays. Alors, ça va créer surtout, entre la France et l'Allemagne, un antagonisme que l'on va voir ressurgir évidemment en 1914. Il faut rappeler que en cette année 1914, la promo de Saint-Cyr est baptisée la Grande Revanche, comme par hasard. Et ça va poursuivre, on le sait, avec la défaite allemande de 1918, la revanche allemande de 1940. Est-ce que cet héritage de 70 devait fatalement conduire à une nouvelle guerre franco-allemande, selon vous? Est-ce que les choses étaient inscrites de manière irréversible dans la poursuite de la tragédie entre les deux pays? Alors ça dépend de quel côté on se place en fait. C'est que si on se place du côté de républicains comme George Sand, Edgard Quinet ou Victor Hugo, cette guerre de 70 est un peu la der des der, si on peut dire. Sand justement parle dans son journal d'un voyageur pendant la guerre d'une nouvelle ère qui sera peut-être le XXe siècle. Beaucoup se disent il faut en finir avec la guerre, ces affrontements. En revanche, dans la population, et notamment sur des gens qui ont combattu sur le terrain, comme Paul Déroulède, dont je prends le parcours. Paul Déroulède, que vous mettez en scène là. Parce que lui, il illustre vraiment en fait l'histoire de ces combats de 70. Il a été un petit peu partout. Pour lui, en fait, c'est une humiliation qu'il va falloir réparer. Même Flaubert, d'ailleurs, Flaubert également dit que toute l'Europe va s'armer, tout le monde va être soldat, et on va tomber dans une catastrophe guerrière au XXe siècle qui va suivre, parce que l'esprit sera l'esprit de la revanche. Donc je pense que quand même il y a cet esprit de revanche qui est prégnant, et notamment il y a cette plaie ouverte de l'Alsace-Lorraine, c'est-à-dire que le
1er mars, en fait, et on demande à l'Assemblée qui avait été fraîchement élue le 15 février, qui a pris place le 15 février, en fait, de voter justement par oui ou par non l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Et 23 députés alsaciens-lorrains vont être obligés de voter leur propre... Et unanimement, ils vont refuser. Ils vont refuser, ils vont quitter l'option. Ils vont refuser, bien sûr, dont le maire de Strasbourg, qui mourra d'une crise cardiaque peu après. Je termine, effectivement. Merci beaucoup, Thierry Nélias, pour ces éclairages concernant donc l'héroïque défaite ou l'humiliante défaite, comme on voudra, de 1870. Votre ouvrage publié donc aux éditions Vuibert et que je recommande vivement à nos téléspectateurs. Merci d'avoir reçu, M. Conrad. Bonjour, je suis très heureuse d'être à nouveau parmi vous et circonstance oblige, je vais vous parler aujourd'hui d'un personnage extraordinaire, pourtant peu connu du grand public hors du monde médical, un grand bactériologiste qui a découvert le 20 juin 1894, il y a bientôt 126 ans, le bacille de la peste. Il s'agit d'Alexandre Yersin. Vous allez voir que sa vie mérite d'être contée. Car Alexandre Yersin n'est pas seulement un docteur génial, c'est aussi un explorateur, c'est aussi un agronome, c'est aussi un agriculteur, colon, éleveur. Il est absolument extraordinaire. Il est né en Suisse le 22 septembre 1863 à Morges, dans une petite ville du canton de Vaud. Il est le 3e enfant d'une fratrie de 3, il a une grande sœur et un grand frère. Sa famille est calviniste, il va recevoir une éducation plutôt austère. Son père est un brillant professeur de sciences naturelles qui malheureusement meurt très peu de temps avant la naissance d'Alexandre. Sa mère va alors ouvrir un foyer de jeunes filles pour subvenir aux besoins de la famille. Alexandre est donc élevé dans une ambiance très féminine qu'il supporte mal. Il fuit dès qu'il le peut le cadre familial pour courir la montagne, observer la faune et la fleur, en particulier les insectes. C'est un caractère indépendant qui se suffit à lui-même et ce sera comme ça toute sa vie. Devenu adolescent, il se tourne vers des études de médecine et il part étudier d'abord en Allemagne à Marbourg. Très proche de sa mère et toute sa vie, il entretient une correspondance régulière avec elle, 2 à 3 lettres par semaine. Ces lettres qui nous sont parvenues sont une mine d'informations sur sa vie. Il y raconte son quotidien, en Allemagne donc la vie des étudiants dans une petite ville universitaire allemande, entre études, fêtes arrosées dans les auberges, duels entre étudiants. Mais Alexandre, lui, est sérieux. Il passe ses vacances à étudier et à disséquer. Il écrit à sa mère qu'il n'a pas de grande différence pour moi entre les vacances et les cours. Bientôt, sur le conseil de ses professeurs, il préfère continuer ses études en France, à Paris, où il arrive en septembre 1885 et où il restera jusqu'en 1890. Il arrive au moment d'une grande activité à Paris. Il va visiter l'exposition universelle où il va découvrir l'Orient, un Orient artificiel, mais quand même qui est là. Il va voir se construire la Tour Eiffel. Il va aussi découvrir en France la mer, en Normandie, et c'est une chose très importante pour lui. Il en fait une description enthousiaste dans les lettres qu'il écrit à sa mère. C'est peut-être ça qui a fait naître le désir de partir au jeune Suisse. En attendant, il étudie à l'Hôtel Dieu et fait une rencontre déterminante pour lui en la personne du professeur Émile Roux, l'un des plus proches collaborateurs de Pasteur. Ce professeur va lui ouvrir les portes du laboratoire de Pasteur, rue d'Ulm, et Yersin va ensuite assister à la fondation de l'Institut Pasteur, inauguré le 14 novembre 1888. En 1886, brillant disciple du maître, il isole avec le docteur Émile Roux la toxine diphtérique. Ils vont ainsi ouvrir la voie à Behring qui va découvrir le vaccin 6 ans plus tard. En 1888, Yersin devient médecin en présentant sa thèse « Étude sur le développement du tubercule expérimental », une thèse sur la tuberculose. Il a 25 ans. Ensuite, il va aller à Berlin, suivre les cours de bactériologie de Robert Koch. Il est envoyé par l'Institut Pasteur. Pourquoi ? Parce que Koch a découvert en 1882 le bacille de la tuberculose. C'est le grand rival de Pasteur et l'Institut veut connaître veut en savoir plus sur Robert Koch.
En 1889, Alexandre Yersin prend la nationalité française. Mais bientôt, la vie de laborantin, la compagnie des autres scientifiques le lasse. En outre, son maître, Émile Roux, lui impose d'enseigner la microbiologie naissante, ce qu'il n'aime pas du tout, il n'aime pas l'enseignement. Il a du mal aussi à se faire aux luttes d'influence entre les savants. Son caractère misanthrope reprend le dessus. Il écrit à sa mère « Je ne serais pas fâché de quitter Paris car le théâtre m'ennuie, le beau monde me fait horreur et ce n'est pas une vie que de ne pas bouger. » Voilà, Alexandre Yersin a envie de partir. Il va demander un congé à l'Institut Pasteur et par des relations familiales, il est engagé comme médecin de bord des messageries maritimes à bord d'un de leurs navires. Il part pour l'Indochine. Pourtant, il n'avait pas beaucoup exercé la médecine, il a été un savant, un chercheur avant tout. Il a en effet une haute mission de la mission de médecin. En 1891, il écrit « Je ne voudrais pas faire de la médecine un métier. Je considère la médecine comme un sacerdoce ainsi que le pastorat. Demander de l'argent à un malade pour le soigner, c'est un peu lui dire la bourse ou la vie. » Il aura toujours des idées originales comme celle-ci. Dans le domaine de la recherche aussi, on constate qu'il est complètement désintéressé, qu'il n'exploite pas ses découvertes. Il ne pousse jamais plus loin. Une fois que l'étape décisive est franchie, qu'il a fait l'essentiel, qu'il a trouvé, il n'exploite pas ses découvertes. Il arrive en Indochine le 20 octobre 1890 et il tombe amoureux du pays. Il est affecté à la ligne Saïgon-Mani tout d'abord, puis ensuite Saïgon-Hanoï. À chaque escale, il visite l'arrière-pays, il commence à remonter les fleuves. Il va demander aux messageries maritimes de l'autoriser à explorer le pays. Celles-ci d'ailleurs vont apprécier plus ou moins la demande, que leur nouveau médecin de bord se mue en explorateur. Il va par exemple, à l'occasion d'une escale à Nha Trang, qui découvre, ce qui est à ce moment-là un petit village de pêcheurs, il quitte le bateau muni d'une boussole, annonce à l'équipage qu'il s'en va et qu'il part vers Saïgon par l'intérieur. On le traite évidemment de fou, on pense qu'il est perdu, mais 6 semaines plus tard, il arrive épuisé, mais en bon état à Saïgon. Ce sera la première des expéditions dans la jungle d'Indochine qu'il va mener, une jungle qui est très peu connue à l'époque, qui est réputée très dangereuse. Mais les messageries maritimes, encore une fois, goûtent peu son goût de l'exploration et finissent par le remercier. Le voilà sans travail. Il prend alors contact avec Calmette, qui dirige l'Institut Pasteur de Saïgon, qui lui conseille en 1892 de s'engager comme médecin de santé coloniale. Il poursuivra alors sa carrière jusqu'au grade de médecin colonel. C'est ainsi qu'il va être officiellement mandaté pour explorer le protectorat d'Annam qu'il va parcourir dans tous les sens. Il effectue la première traversée de la chaîne annamitique de Nha Trang jusqu'à Phnom Penh. C'est un itinéraire d'une extrême difficulté avec une forêt dense et des arbres immenses. Yersin parle dans ses notes des ours, des tigres, des éléphants, des singes et d'une multitude de serpents, mais surtout des sangsues qui sont le grand ennemi des explorateurs, encore plus que le tigre que l'on peut éloigner la nuit avec des torches. Il va pendant son exploration découvrir un site magnifique sur les hauts plateaux de l'Indochine, un site au climat doux, plus doux que Saïgon, où il fondera un petit peu plus tard la ville de Dalat. Il applique dans ses carnets d'explorateurs la même méthode qu'il a appris en travaillant avec Pasteur. Il note tout avec une extrême rigueur, avec une grande précision, tout ce qu'il observe. Il fait des remarques ethnologiques sur les populations locales, fait d'excellents relevés topographiques. Il écrit par exemple sur les Moy, une tribu qu'il apprécie, avec laquelle il va vivre quelque temps. Les Moy, ou sauvages, sont des gens de grande taille, fort simplement vêtus d'une ceinture, leur visage fort différent des Anamites. Quoique formant ainsi dire une seule et même famille, les Moy n'ont aucune espèce d'unité politique. Non seulement il n'y a pas de chef de tribu, mais on peut même dire qu'il n'y a pas de chef de village. Yersin va aussi prendre de nombreux clichés des tribus, alors que la photo n'a que quelques dizaines d'années d'existence. Il s'est pris de passion aussi pour ce nouvel art. Mais Yersin ne rencontre pas seulement des tribus sympathiques, il y en a aussi d'hostiles. Et il s'est même un jour fait prendre en otage par un chef de tribu qui l'utilise comme médiateur auprès d'autres tribus hostiles. Une autre fois, l'aventure a failli mal tourner lors d'une bataille contre les pirates. Il s'en sortira miraculeusement avec un pouce coupé par un sabre et un péroné fracturé par une lance.
Mais Alexandre Yersin s'en sort. En Indochine, il veut également aider les populations à se développer. Il a des projets de vaccination contre la variole. Il veut enseigner de nouvelles techniques agricoles. Pour cela, il rentre en France pour essayer de trouver de l'argent et puis pour faire part de ses découvertes. Il donne quelques conférences, mais il repart très rapidement en décembre 92. Toujours dans ses notes et ses lettres, il décrit merveilleusement l'Indochine et sa population. Le ministère de l'Instruction publique lui confie alors une mission scientifique afin d'explorer les forêts et les rivières de la Cochinchine. Ce sont des missions dangereuses dont Yersin s'acquitte parfaitement. Il est en cela aidé par une constitution physique très solide. Il supporte très mal, alors que c'est un alpin, le climat difficile de l'Indochine. Il l'écrit à sa mère qui s'inquiète de sa santé. « Je continue à me bien porter et je pèse toujours entre 58 et 60 kilos. » Il reste dans la jungle 7 mois, puis rentre à Saïgon, même s'il n'a pas réussi à cartographier entièrement le territoire qu'il devait explorer. Il arrête sa carrière d'explorateur et il se lance dans l'élevage de bétail. Et c'est là qu'éclate à Hong Kong, en 1894, une épidémie de peste. Le gouvernement français, qui craint que la peste arrive jusqu'à l'Indochine, demande à Alexandre Yersin de se rendre sur place pour chercher les raisons de l'épidémie. Empruntant le matériel de microbiologie de l'hôpital de Saïgon, Yersin arrive à Hong Kong, anglaise. Il est très mal reçu par les Anglais qui ne lui ouvrent pas leurs hôpitaux. Il y a aussi une équipe de savants japonais dirigée par un Kitasato Shibasaburo. Et donc, il décide de se construire une petite paillote pour y mener ses recherches. Clandestinement, il paie des matelots anglais chargés d'enterrer les morts de la peste et il peut ainsi prélever des bubons sur les cadavres qu'il rapporte dans son laboratoire rudimentaire. Il réussit à identifier et à isoler le bacille de la peste en 3 semaines alors qu'il a très peu de moyens. Il dit qu'il s'agit d'un microbe très résistant, il lui donne le nom de Yersinia pestis. Il raconte « Je fais rapidement une préparation et la mets sous le microscope. Au premier coup d'œil, je reconnais une véritable purée de microbes tous semblables. Ce sont de petits bâtonnets trapus à extrémités arrondies et assez mal colorés au bleu de Loeffler. Il y a beaucoup de chances pour que mon microbe soit celui de la peste, mais je n'ai pas encore le droit de l'affirmer. » Il va l'affirmer très peu de temps après. Il va mettre au point avec Calmette et Roux un sérum contre la peste. Il sauvera d'ailleurs la vie d'un jeune séminariste qu'il avait attrapé. Et il continue son travail, en particulier cette fois-ci sur la peste bovine. Il va employer toute son énergie à développer également les instituts Pasteur d'Indochine, en particulier celui de Nha Trang. Il va se lancer en parallèle dans la culture d'EVA. Voilà le Yersin agriculteur, l'arbre à caoutchouc dont il introduit la culture dans la région. Il passe même un accord commercial avec le grand équipementier Michelin pour l'achat de son caoutchouc. Il se lance aussi dans la culture de l'arbre à quinine pour la fabrication du médicament contre le paludisme, ce qui va permettre à l'Indochine d'avoir suffisamment de quinine pendant la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, il se lance dans l'élevage, en particulier des vaches laitières, mais aussi des poules qu'il fait venir d'Europe pour faire des croisements avec le cheptel local. Il peut ainsi fabriquer du sérum antipestique. Avec l'aide du gouverneur d'Indochine, il établit plusieurs sanatoriums à Dalat, dont le climat, encore une fois, des hauts plateaux est plus clément qu'à Saïgon. Et toute sa vie, Alexandre n'a pas arrêté, menant un projet à l'autre. C'était un entrepreneur et un aventurier né, un bactériologiste de génie, une intelligence hors du commun, doublé d'un grand courage et d'un esprit indépendant et désintéressé. Il représente l'élite de la médecine coloniale européenne. Il meurt à Nha Trang en février 1943, pendant l'occupation japonaise, d'une inflammation du myocarde à l'âge de 79 ans. Son cercueil est suivi par une foule immense. Il venait juste de se remettre au latin et au grec. Aujourd'hui, pratiquement inconnu en Suisse et en France, il reste une des seules figures coloniales encore louées au Vietnam et dont l'esprit est encore vénéré. Certains le considéraient même comme un Bouddha vivant. Au Vietnam, plusieurs lycées portent son nom. Il est enterré à Nha Trang et sa tombe est accompagnée d'un petit pagodon toujours orné de fleurs et où brûle de l'encens, ce qui est un grand honneur pour un étranger.